Les conversations du week-end. Aujourd'hui, la conversation littéraire, animée par Jean-Claude Perrier. Bonjour à tous les auditeurs de KTO Radio. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro des conversations du week-end. Aujourd'hui, c'est une conversation un peu particulière puisque, à notre façon, nous anticipons la réouverture solennelle la semaine prochaine de Notre-Dame, les 7 et 8 décembre. Juste une semaine avant, nous recevons non pas un écrivain, quoique, d'une certaine façon, nous recevons Laurence Bost. Bonjour, chère Laurence. Bonjour. Qui nous fait l'amitié d'être venue. Et Laurence est peintre. Absolument. Et elle publie chez Gallimard un bel album qui s'appelle « Les gardiens du geste sur le chantier de Notre-Dame de Paris », qui est donc une aventure à la fois humaine, mémorielle et artistique, où elle va nous expliquer tout à l'heure comment et pourquoi, où elle a eu, je ne sais pas si c'est la chance, le mérite ou le privilège, le privilège de pouvoir rencontrer et vivre avec, j'allais dire, et peindre et mettre en lumière et mettre en valeur tous les artisans de tous les corps de métier qui ont participé à cette fantastique aventure de la restauration de Notre-Dame. Exactement. Merci encore, Laurence, d'être avec nous. Non, c'est moi qui vous remercie infiniment. Et bravo pour ce beau travail. Et plus on approche de Notre-Dame, évidemment, je suppose, et plus l'émotion croît. Oui, absolument. Même si elle est déjà bien présente depuis le début de ce travail et puis depuis le début, de toute façon, de cette aventure. Parce que je pense qu'on a absolument tous été traumatisés par l'incendie et en même temps absolument portés par cette espèce de renaissance, cette espèce de résurrection. Symboliquement, c'est magnifique. Absolument. Vous nous raconterez tout à l'heure cette aventure. Alors avant, pour ceux d'entre nous qui ne vous connaîtraient pas, j'aimerais bien que vous nous racontiez un peu votre aventure avec la peinture, parce qu'elle n'est pas banale. Non, elle n'est pas banale pour la bonne raison, c'est qu'en fait, il y a un petit peu plus de 15 ans, je n'avais jamais touché des pinceaux. Et vous faisiez quoi dans la vie ? Écoutez, je faisais ce que toute bonne mère de famille, enfin en tout cas j'essayais ce que toute bonne mère de famille essaye de faire, c'est-à-dire éduquer mes 3 enfants. Et puis voilà, et puis en fait comme j'étais mère au foyer, donc, quand j'avais un peu de temps, je faisais pas mal de choses de mes 10 doigts et certainement ça a contribué aussi à me former un certain nombre de choses. Tout simplement, je sais pas, des associations de couleurs et tout ça, mais si vous voulez, je regardais la peinture comme nous tous, c'est-à-dire comme un spectateur et une grande amatrice, mais pas du tout comme actrice. Vous aviez suivi une éducation artistique Alors, particulière j'ai suivi une éducation artistique parce que j'ai des parents qui ont eu la très bonne idée de nous initier, nous cultiver à tout ça, que ce soit d'un point de vue de musique, de littérature, de peinture. Mais si vous voulez, j'ai pas de... Ah si, j'ai un arrière-arrière-grand-père peintre qui s'appelle Pierre Boyer et qui en fait a fondé les Beaux-Arts de Tunis. Il était lui-même, paraît-il, élève de Berthe Morisot, mais enfin on n'a pas tout à fait la preuve, mais bon, ça fait plaisir à la famille. Et c'est chic. Et voilà, ça fait très chic. Et donc voilà, donc en fait, si vous voulez, un sens artistique, une sensibilité artistique forte, ça c'est certain, mais pas du tout d'artiste dans la famille. Donc pour moi, c'était même pas quelque chose une question qui se posait. Et on peut dire que la peinture m'est tombée sur la tête, mais vraiment. Alors il y a une espèce de révélation. Voilà, exactement. C'est-à-dire que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout ça est lié à un processus un petit peu long qui a duré, je pense, 4-5 ans, où en fait, j'allais pas bien. J'ai fait un épisode de très grande anxiété généralisée. Et à ce moment-là, j'ai essayé de comprendre ce qui faisait que j'allais pas bien. Donc j'ai fait un petit peu d'élagage. J'ai essayé de chercher aussi des moyens de m'en sortir. Et puis surtout, j'ai regardé le monde d'une manière beaucoup plus ouverte. Et chemin faisant, un jour, pendant les vacances de Pâques, je me dis: «Ah tiens, j'aimerais bien essayer de dessiner et tout ça». Puis j'ai un ami aquarelliste, Jean-Pierre Marlado, qui m'a dit: «Mais oui, très bonne idée, essaye». Enfin voilà, bon bref. Et donc à ce moment-là, j'ai dessiné et fait un peu d'aquarelle. Et là, je me suis dit: «Ah quand même, bon, il y a quand même quelque chose de pas mal». C'est une espèce de thérapie.
Alors oui, Donc enfin, ça fait partie d'une c'était espèce pas de... une thérapie parce qu'en fait, je le voyais pas comme ça, je le voyais comme un oui, comme quelque chose qui m'intéressait et donc après j'ai compris que c'était une thérapie bien sûr, comme toute forme d'art. Mais donc en fait voilà, donc j'ai sorti ces dessins à l'aquarelle, je me suis dit: «Bon, c'est quand même pas mal». Mais je me suis très vite rendu compte que, l'aquarelle ne correspondait pas à mon tempérament parce que je la travaillais de manière très sèche, parce que j'avais besoin de couleurs vives et donc à ce moment-là, j'ai cherché un moyen pas de me former, mais enfin d'accéder à enfin de voir ce que ça donnait de peindre à l'huile. Et alors là, pour le coup, oui, ça a été la révélation. Mais c'était très douloureux parce que, en fait, c'est à l'occasion d'un stage avec André Jude, qui est l'arrière-petit-fils de Mathurin Méheut. Et en plus, c'était intéressant parce que c'était un stage de 5 jours qui était mi-spirituel, artistique et donc là, j'étais dans cet atelier avec ce sentiment, mais de cette certitude que j'avais enfin trouvé ma voie, sauf que, eh ben, j'avais pas les outils, ni la technique. Donc, là, je me suis dit: «Bon, ben, c'est magnifique, de comprendre ça et en même temps, c'est terrifiant parce que comment est-ce que je vais pouvoir, l'utiliser, me former?» et ainsi de suite. Oui, il y a quand même une base technique, quelle que soit la discipline choisie, que ce soit l'aquarelle. C'est-à-dire que c'est comme si vous faites de la musique et que vous avez jamais appris le solfège. Voilà. En fait, on essaye de nous faire croire aujourd'hui qu'il suffit juste de s'exprimer, mais c'est pas tout à fait juste. Si on n'a pas des bases, oui, si on n'a pas le solfège de départ, on est perdu et donc, on pourra toujours faire des choses, agréables et se détendre. Mais en tout cas, voilà, ça sera difficile d'avancer. Donc, donc voilà, donc à partir de ce moment-là, j'ai cherché un moyen quand même de me former et en fait, j'ai eu la chance de tomber donc, et sur ce peintre André Jude et un autre peintre qui s'appelle Christophe de Buchères, qui m'ont tous les 2 donné les grandes bases de la peinture. Le grand avantage que j'ai eu, c'est que ça a pas duré enfin, j'ai pas eu besoin que ça dure longtemps parce que j'ai très vite, compris, parce que c'est vraiment ça, c'est comprendre que on doit peindre quand on peint, on ne dit pas, on regarde et je pense que j'étais dans une période de ma vie aussi où tout d'un coup, je regardais, chose que je n'avais pas fait avant. Donc une ouverture générale au monde. Voilà, une ouverture générale au monde, et donc qui a rejailli, sur mes pinceaux et ce qui a été formidable, c'est qu'en fait, j'ai pu vivre de ma peinture extrêmement vite, Tout de c'est-à-dire suite, oui. au bout de Alors, 3 ans. vous avez exposé assez Alors tôt, très en fait. vite, oui, voilà, j'ai Alors, eu la avant de ch parler des expos, j'aimerais que vous essayiez de vous souvenir de ce moment où vous réalisez votre premier tableau. Quel était le sujet? Quelle était l'idée? Est-ce que c'était sur le motif, comme disaient les oui. impressionnistes, et cetera, et cetera? C'était sur le motif, alors si vous voulez, je vais pas parler des 1ers tableaux que j'ai faits pendant ces 5 jours avec André Geude parce que là c'était des moments très douloureux. Des gammes. Oui. Mais en fait, tout de suite après, je suis partie, au Cap Ferret parce que j'ai un grand-père qui a eu la très bonne idée de s'y installer, il y a de ça plus de 50 ans. D'après vos tableaux, ça a l'air drôlement beau. Oui, oui, c'est absolument magnifique, et donc là, effectivement, j'ai peint sur le motif. J'ai peint sur le motif pendant très longtemps. Après, je dois dire, je suis devenue un peu paresseuse et maintenant, j'ai plus tendance à travailler d'après des photos que je prends et à mon atelier. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même un assez gros matériel à transporter à chaque fois. Oui, mais où est le charme si on n'a pas, sa palette, son chevalet, ses tubes, Je l'ai, ses mais pinceaux? je l'ai, mais à mon atelier. Simplement, je suis plus une bête de somme. Mais je dois reconnaître que ça me manque. En tout cas, voilà, là, j'étais installée, au Cap Ferret sur le motif et là, j'ai peint tout simplement un chemin qui est juste à côté de notre maison, qui mène, sur le bassin et oui et c'était un moment de grande émotion parce que, tout d'un coup, cette vocation prenait vie et alors d'émotion et en même temps, c'est un peu bizarre parce qu'on sort c'est quand même une petite croûte quand même à ce moment-là, mais une petite croûte qui était pas si mal que ça. Vous l'avez gardé? Oui, bien sûr, je l'ai gardée D'accord. et voilà, donc c'est cet été-là où j'ai fait différents tableaux et là, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui s'y connaît en peinture, très bien et qui m'a dit: «Non, non, je t'assure, il faut que tu continues» et quand je suis rentrée à Paris, en fait, j'avais entendu parler d'un peintre qui s'appelle Philippe Lejeune, qui était le frère du professeur Lejeune, qui avait fondé l'école d'Étampes, qui a donné, naissance à enfin, qui a fait naître vraiment de très, très bons peintres
Et j'avais lu 2-3 choses, écouté 2-3 interviews de lui et je me suis dit: «Bon, il faut que j'aille le voir parce que d'après lui, justement, on a le sens de la peinture ou pas». Et grosso modo, si on n'a pas le sens de la peinture, il faut Oui, retourner à son c'est pas tricot. la peine d'essayer. Oui. Voilà. Et donc je suis allée le voir un dimanche matin terrifiée en me disant: «Mais si jamais il me dit qu'il faut que je retourne à mon tricot, ça va être le drame de ma vie». Et donc je suis arrivée dans son atelier, transpirant, très inquiète et tout ça et donc je lui ai montré ce que j'avais fait pendant l'été et il a eu la gentillesse de me dire: «Non, non, je vous assure, c'est très bien, il faut que vous continuiez. Bon voilà, il y a des choses qui vont pas évidemment, mais en tout cas, vous avez compris le principe». Au niveau de l'intuition. Voilà et donc ça m'a beaucoup, beaucoup soulagée et après, je me suis rendu compte en fait que dans la mesure où j'avais compris, le solfège, ça allait être finalement énormément de travail et j'ai décidé de m'y consacrer absolument entièrement. Ce que vous nous disiez tout à l'heure, quand on discutait avant l'émission, c'est que vous ne passez pas par la phase dessin. Pas du tout, parce qu'en fait, si vous voulez, la peinture, justement, c'est le principe de ne pas dire. Or, quand vous dessinez, vous avez tendance à en tout cas, si vous dessinez au crayon et non pas au fusain, vous dessinez, à la ligne, au trait et donc là, vous êtes beaucoup plus tenté d'écrire, c'est-à-dire de dire. Alors que la peinture, vous avez une approche, beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'en fait, vous travaillez par masse et par valeur et donc ça n'est pas la même approche. C'est-à-dire que vous allez peindre ce que vous voyez. Donc vous allez peindre des ombres et des lumières et ce qui fait que cette approche-là, intellectuellement, est très différente et ce qui explique aussi que certainement c'est une thérapie, vous me direz comme le dessin, mais c'est-à-dire qu'en fait, vous débranchez quand même une partie de votre cerveau. Alors, on pourrait dire que je suis blonde et que j'en ai pas, mais donc c'est peut-être plus facile. Mais Voilà. mais mais en tout cas, voilà, vous débranchez un certain nombre de choses habituelles, de références habituelles et vous allez peindre uniquement ce que vous voyez et c'est vrai que cette approche-là, en fait, rend les choses en même temps plus simples parce qu'on est beaucoup moins décomposé devant son sujet. C'est vrai que, par exemple, les gens vous disent: «Oh là là, mais tu peins des portraits, c'est ce qu'il y a de plus difficile». Bah non. En fait, pour moi, ce qui est le plus difficile, c'est le paysage et pas le portrait. Alors, il y a quand même quelque chose de particulier, c'est que vous vous êtes lancé dans la peinture à l'huile, alors qu'on pourrait penser plus facile selon l'adage, la peinture à l'huile, c'est plus Eh difficile, bien non, etc. pas du C'est pas tout. vrai. Non, c'est pas du La tout peinture à vrai. l'eau, c'est pas plus Oui, parce facile. qu'en fait, la peinture à l'eau, si vous voulez, il y a pas de retour possible. Il y a pas de, vous pouvez pas, à un Pas de moment donné repenti. non, pas de C'est repentir. réussi ou c'est raté tout de suite. Exactement. Alors que la peinture à l'huile, vous avez un chiffon et donc Quand même. non, 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 je vous assure, vous avez un chiffon et c'est pas que pour nettoyer les pinceaux. À un moment donné, si ça vous plaît pas, bah, vous essuyez et puis vous recommencez. Donc non, moi je trouve pas ça plus difficile. C'est vrai que c'est peut-être plus difficile parce que, hem, il y a tout un certain nombre d'ingrédients en fait à maîtriser, et puis peut-être aussi si vous voulez que, par exemple, autre chose technique toute bête, mais on mélange rarement plus de 3 piments parce que sinon quand ça sèche, on a une mauvaise surprise. Donc c'est peut-être plutôt ça, si vous voulez, qui est important, mais je vous assure que moi je trouve ça plus simple. Hein, parce qu'on imagine, bon, la toile, déjà, c'est un support assez raide. Il y a les pinceaux, il y a les espèces de grattoirs, etc. Il y a quand même Oui. une technique, il y a quand même du En fait, il y a pas matériel. alors justement, alors pour notre sujet, il y a pas une enfin, il y a une technique, bien sûr, il y a une technique, mais il y a un geste. Il y a un geste, on ne tient pas un pinceau comme on tient un crayon. Un pinceau, on le tient comme une épée et donc si vous voulez, exactement, donc en fait, on attaque une toile. On attaque une toile, Mais elle peut résister, elle se bat, oui, enfin, non? c'est surtout qu'elle est très neutre et qu'à un moment donné, elle vous renvoie à votre propre faiblesse, c'est plutôt ça. Hem, donc non, on se bat contre ses propres faiblesses, on se bat contre ses propres limites. On se bat, mais en fait non, la toile, elle est là juste pour accueillir ce qu'on a à lui dire. Mais donc voilà, le geste est très important et donc vous avez un geste plus ou moins plus ou moins enlevé, vous avez un geste plus ou moins rapide, vous avez un geste plus ou moins, tendre. Physique. Physique, oui, absolument, parce qu'on se rend pas bien compte, mais c'est physique, parce qu'on est debout, pour pouvoir avoir justement ce Si c'est un grand recul. format, par exemple, ça peut être assez épuisant. Non, alors oui, 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 oui. Bah, là aussi, en fait, on s'imagine que c'est plus épuisant, un grand format. Alors évidemment, si on passe sur des formats monumentaux, oui. Mais non, parce qu'en fait, sur un format assez grand, on a un recul et une largesse de gestes
qui est finalement plus simple que le petit format où on est juste Contraint. contraint et coincé. Où là, justement, on va avoir tous les muscles qui sont un peu voilà, Brisé, brisé. concentrés sur un petit format. Alors qu'un grand format, on a des grands pinceaux larges et donc on y va. Et donc, oui, c'est peut-être fatigant parce qu'on fait des grands mouvements, mais on est moins coincé en même temps. Donc c'est finalement Et autre plus agréable. particularité chez vous, c'est que vous avez été tout de suite et vous êtes restée figurative. Vous n'avez pas une tentation de l'abstraction, parce qu'on peut se dire que quand on débute, c'est peut-être plus facile, encore une fois, avec tous les Mais guillemets que alors vous là, voulez. justement, alors je pense que si vous voulez, là aussi, on pense que l'abstraction, c'est quelque chose qui vient comme ça, où on se lâche, pour parler un peu vulgairement. Or, la plupart des peintres abstraits, ce sont d'abord des peintres figuratifs, mais qui ont élagué, tellement élagué, qu'ils en viennent à quelque chose de tellement pur qu'il n'y a plus que la forme. Mais derrière la forme, eux, ils savent très bien qu'il y avait plus que de la forme, il y avait un autre sujet. Donc, je ne sais pas si j'y viendrai un jour. Pour moi, c'est pas une nécessité. Pour l'instant, je suis absolument incapable, parce que, peut-être que je suis encore trop bavarde. Et j'imagine, me connaissant, que je risque de l'être encore assez longtemps et que parce que, en fait, ce que j'ai derrière la peinture, il n'y a pas simplement une technique et des couleurs, il y a aussi une histoire. Et donc, même si je vous dis qu'il ne faut pas dire, il y a quand même derrière mes tableaux quelque chose que je raconte avec le médium de la peinture. Mais donc, avec l'abstraction, je pense que je serais un petit peu triste. En même temps, si vous voulez, il y a 15 ans, je ne savais pas que je serais peintre. Vous m'auriez dit un jour, tu seras peintre et tu verras ta peinture. Je vous aurais regardé avec des grands yeux en disant, mais oui, Sainte-Anne, c'est par là. D'ailleurs, c'est ce qu'ont fait la plupart des gens autour de moi quand je leur ai dit, voilà, ça fait 6 mois que je peins et je ne vais faire que ça et en vivre. Ils m'ont dit, Sainte-Anne, c'est par là. Moi, je savais que c'était quelque chose d'absolument vital pour moi. Je ne savais pas que j'aurais la chance d'en vivre. Et... Encore que, comme c'était un milieu que je connaissais absolument pas, je me suis dit, c'est comme tout. Tu vas beaucoup travailler. Et puis, généralement, quand on travaille beaucoup, on a quelques portes qui sont Conditions de bien travailler. Alors, Laurence, on va marquer une première pause avec vous. On va vous retrouver dans un instant. On va écouter le premier extrait musical, la première musique même que vous avez choisie, c'est le Alléluia de Leonard Cohen. Merveille de chansons, merveille d'émotions, de spiritualité, etc. Ça tombe très bien. Et après la diffusion, vous aurez la gentillesse de nous expliquer le pourquoi du comment de ce choix. Très bien. Merci, à tout de suite. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Nous voici de retour avec Laurence Bost sur KTO Radio dans ses conversations du week-end. Laurence Bost, donc qui est peintre, donc pour son album Les Gardiens du Geste
sur le chantier de Notre-Dame de Paris chez Gallimard. Chère Laurence, vous avez choisi, donc c'est le principe de cette émission, notre invité choisit 2 morceaux de musique. Alléluia, Léonard Cohen, une merveille, je Oui. suppose. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi c'est triste et beau à la fois? Pourquoi? Parce que, on a eu un drame familial. Ma petite sœur Emmanuelle est décédée d'une leucémie et il y a maintenant, un peu plus 13 ans et il se trouve que, au moment où elle était en train de rejoindre, notre créateur, nous étions dans notre maison familiale du côté de Sisteron et l'hôpital Necker nous a appelés en disant: «Voilà, il faut que vous remontiez». Et je savais que c'était la fin. On en avait parlé toutes les 2, on avait beaucoup évoqué la mort, et en fait, j'étais toute seule dans ma voiture et je suis remontée donc à Paris en écoutant, un album de Léonard Cohen, dont cet Alléluia. Donc pour moi, c'est vraiment, voilà, cette marche, ce voyage vers elle, dans ces dernières heures et il se trouve que ma peinture je l'ai vraiment mise sous sa protection parce que, d'abord c'était c'était une jeune femme, vraiment magnifique à tout point de vue et qui a été très exemplaire dans sa maladie, dans sa façon de voilà, de nous aider à la faire vivre aussi et elle a été très, très, très voilà, elle a assisté à mes débuts. On a eu une période toutes les 2 pas évidente parce que j'avais des choix de vie qu'elle ne comprenait pas vraiment et puis heureusement, on s'est vraiment retrouvés, un petit moment avant qu'elle ne décède et si vous voulez, je pense aussi que, hem, d'une certaine manière, le fait qu'elle soit morte m'a donné encore plus envie de vivre et donc ça a été aussi des choix personnels douloureux que j'ai fait à ce moment-là et voilà, c'est un ensemble de choses qui fait que, voilà, son décès est très présent, en fait, au moment du moment où je me mets à peindre et elle est très présente encore aujourd'hui et encore plus, forcément, dans cette approche, spirituelle que j'ai eue de ma peinture, là, ces derniers temps, sur ce sujet. Donc Notre-Dame? voilà, Notre-Dame, exactement et voilà et donc j'avais envie de l'associer à cette émission. Je l'associe généralement à peu près tout le temps, mais là, c'est cette manière avec cette musique de l'associer parce que j'ai longtemps pas pu écouter ce morceau et maintenant je l'écoute, ça me serre le cœur, mais en même temps, c'est plein d'espérance et c'est une manière qu'elle soit avec nous. On vous remercie d'avoir partagé ce moment intime avec nous et tous les auditeurs de KTO. Alors, venons-en. On a, dans un premier temps, compris votre démarche et votre approche. On vous a laissé avec votre maîtrise déjà de la peinture à l'huile. Comment êtes-vous entré dans cette aventure de la restauration, de la résurrection de Notre-Dame de Paris? Alors, il y a 2 approches. La première, c'est qu'en fait, vous me le disiez tout à l'heure et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui motive ma peinture en permanence, c'est la lumière. Or, pas de lumière sans ombre. Donc, c'est vrai que depuis le début, en fait, de cette aventure de peintre, j'ai toujours eu en fond de me dire, «Il faudra un jour que, je m'attache à aller peindre les coulisses de quelque chose parce qu'il faudra mettre en lumière un certain nombre de personnes, qu'on ne voit pas assez». Et puis, depuis toujours, j'ai une admiration mais immense pour les artisans. Parce que, d'abord, quand j'étais petite, j'habitais à côté de l'école Boulle, donc je les voyais travailler à travers les fenêtres. Je trouvais ça absolument fascinant. Moi-même étant un peu manuelle sur un certain nombre de choses, je me rendais compte que, en fait, c'est pas donné à tout le monde de faire des beaux ouvrages. Et donc voilà, donc arrive le chantier Notre-Dame. Bon, puis ça avance, il y a le Covid, enfin bref. Et puis un jour, je discute avec une amie qui me dit: «Oh, on devrait faire une exposition de peinture», et je lui dis: «Bah, très bien, mais il faudrait trouver un thème» et elle me dit: «Mais qu'est-ce que tu aimerais faire?» Et là, je me dis: «Bah, tiens, ça va être l'occasion pour moi d'aborder un sujet qui est un petit peu plus difficile d'aborder en galerie, puis de manière plus large». Je lui dis: «Ça fait très, très longtemps, vu que j'ai envie de peindre les artisans». Et puis on discute un peu et puis c'est vrai que, voilà, on s'est dit: «Mais c'est vrai que, c'est assez fou parce que, là, on a le chantier de Notre-Dame qui en fait regroupe énormément de corps de métiers différents».
Et puis en Donc, plus, et en plus, des voilà, d'or, des chacun dans cadres. sa discipline. Exactement. Et donc, avec cette amie Fanny Soulet, qui après m'a accompagnée sur tout ce projet un peu fou, on s'est dit, bon, bah voilà, on va lancer ça. Et tout d'un coup, c'est vrai que l'idée de me battre pour mettre tous ces gens à l'honneur, tous ces gens qui travaillent dans l'ombre, ça a été ça a été vraiment une aventure magnifique, et ça m'a donné surtout beaucoup, beaucoup d'énergie pour y aller. Parce que tout d'un coup, j'allais sur quelque chose qui Et alors était concrètement, supérieur. comment vous entrez dans l'histoire? Comment vous ouvrez les portes de Ah Notre-Dame oui, en voilà, c'est chantier? ça. Mais j'ouvre les portes tout simplement en allant, en montant un dossier, tout bêtement, que je suis allée présenter à l'établissement public en charge de la restauration de la C'était cathédrale. quand ça? Alors ça, c'était il y a un peu plus d'1 an et demi, il y a presque 2 Ah ans. oui, vous n'avez pas eu les 5 ans. Non, 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 j'ai pas eu les 5 ans. Non, parce qu'en fait, voilà, les choses sont faites, que ça a pu se faire à ce moment-là. Et puis donc j'ai monté un dossier, et pour monter ce dossier, je me suis dit: «Il faut quand même que je leur montre un petit peu ce que je vais vouloir faire». Donc je suis allée voir, parce qu'en fait j'étais en contact avec un photographe absolument formidable qui s'appelle Thomas van Doetrieve, qui lui a travaillé, à faire des portraits aussi, et des photographies pour National Geographic, et qui m'a dit: Tu sais, tu devrais aller voir, des charpentiers qui sont en charge de la charpente de la nef en Normandie». C'est les établissements d'Aimont. Parce que Ça ne s'invente pas. non, et pourtant on est bien loin voilà, de l'idée, et parce que tu vas voir, c'est magnifique, ils travaillent à la main et tout ça. Donc je les appelle, ils ont la gentillesse de me recevoir, et là, c'est vrai que j'arrive devant un spectacle absolument sublime, de tous ces hommes et ces femmes qui sont là avec leurs haches et leurs deloirs, et qui équarrissent les poutres à la main, avec leurs ciseaux à bois. Enfin, c'est un spectacle splendide, et je leur explique mon projet. Ils me font un accueil absolument adorable. Visiblement, eux étaient très touchés qu'un peintre s'intéresse à eux, parce qu'en fait, ils ont évidemment beaucoup de photographes, Il y a beaucoup de reportages à la télé, on a voilà, vu, la tout au long télévision du et tout ça. processus. Mais là, pour la première fois, il y avait quelqu'un qui s'inscrivait un petit peu dans la même temporalité, et donc je pense que ça les touchait, et donc ils m'ont fait un accueil très, très chaleureux. Donc ça m'a permis de peindre les premières toiles, et donc après, ce dossier est parti sur le bureau du général Georges Lain, qui a donné son accord. Puis bon, voilà, après ça a mis un petit peu de temps à se mettre en route, parce qu'en fait, il y a des tas de choses juridiques, et voilà, des tas de contingences qu'il faut remplir. Après, il fallait aussi trouver du mécénat. Là, j'ai eu la chance de tomber sur un homme merveilleux qui est Jean-Sébastien Decaux, qui est extrêmement sensible à la cause artisanale, avec sa fondation Terre et Fils, qui nous a vraiment permis de nous lancer dans l'aventure. Et puis voilà, et puis c'est parti. Et là, j'ai été amenée à commencer à rencontrer les artisans. Vous les avez rencontrés chez eux un par un, ou vous avez été admise sur le chantier? Les deux. Ah. Les deux, en fait. Certains, je suis allée les voir dans leurs ateliers. Donc là aussi, c'est un moment très privilégié. Et puis ensuite sur le chantier, et voilà, de différentes manières, parce qu'en même temps, comme vous disiez, j'ai pas eu accès au chantier tout de suite. Donc il y avait des choses qui avaient déjà été restaurées. Donc là, l'établissement public a eu la gentillesse de me donner accès à toute leur iconographie, parce qu'ils avaient des photographes attitrés qui étaient là depuis le début pour archiver en fait tous ces grands moments. Donc voilà, avec toute cette documentation, la leur et la mienne, j'ai pu arriver à faire ces 40 toiles, qui essayent de balayer de manière la plus juste possible tous les métiers. Alors évidemment, je n'ai pas peint les 500 artisans qui travaillent sur le chantier, mais j'ai essayé que ce soit assez représentatif. Alors attendez, vous avez quand même grimpé dans la charpente, habillé en scaphandrier, Voilà, avec des c'est masques ça. partout, Alors pas des masques, parce qu'à ce moment-là, toute la période de nettoyage était terminée. pour Mais poser votre chevalet et faire alors non, du direct. non, pas Bon, pour quand poser même. mon chevalet, parce que là, je les aurais vraiment dérangés. Mais en tout cas, pour me balader, prendre des photos, discuter un peu avec eux. Et puis avoir des moments aussi très, très importants, c'est-à-dire les voir à la cantine, les voir vivre en fait aussi à côté de ce chantier, et comprendre ainsi un petit peu ce que ce chantier représentait pour eux, en termes d'artisanat, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue philosophique.
Et puis c'est vrai que en fait, les rencontrer m'a donné beaucoup de courage aussi pour les moments peut-être un peu plus longs et difficiles de ce travail, parce que j'avais à cœur d'être à la hauteur de leurs exigences et et de leur modestie tout simplement, parce je trouve ça assez extraordinaire. Ce sont des gens qui passent leur vie derrière un ouvrage et on ne sait pas que ce sont eux qui sont derrière eux. Il y a un anonymat qui C'est la grande tradition des des bâtisseurs compagnons. de cathédrales C'est et ça, des exactement. compagnons. Et c'est vrai que en faisant tout ce travail, j'avais l'impression que je rendais hommage à ces artisans d'aujourd'hui, mais aux artisans d'hier, dont on ne connaît pas les noms, et qui pourtant nous donnent accès à un sublime et à une beauté qui nous élève. Alors vous dites que vous en avez portraituré 40. Voilà, c'est ça. De tout. Alors qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ces métiers? Parce qu'il y a des choses qu'on imagine. Vous parliez tout à l'heure des charpentiers. Bon, on imagine des charpentiers, mais vous avez découvert des métiers improbables et néanmoins fondamentaux. J'ai découvert par exemple le métier des taillandiers, qui sont Rappelez-nous déjà. Alors, les taillandiers sont des forgerons qui refont des outils qui n'existent plus ou qui ont besoin d'exister. Enfin, D'accord. donc, par exemple, vous avez un outil qui n'existait plus et qui a été énormément employé, qui est la Deloire. La Deloire, c'est une hache courte qui permet, après le travail de la hache, qui est plus longue et qui a servi pour équarrir les arbres et pour que ça devienne des poutres, la Deloire, c'est une hache plus courte qui permet à un moment donné de faire un tracé et des angles très nets. Et donc cette Deloire, il n'en existait plus, ou très peu, enfin une ou deux. Et donc en fait, c'est grâce à une association dont j'ai appris l'existence qui est extraordinaire, qui s'appelle Charpentiers sans frontières. Je trouve que c'est merveilleux, c'est merveilleux comme... Tout est sans frontières, y compris les charpentiers. Exactement, qui en fait sont allés retrouver ces gestes-là qui existaient au fin fond de la Roumanie. Enfin, c'est une histoire assez incroyable. Et donc, c'est eux qui, pas eux, mais c'est les établissements Démon qui travaillent avec eux beaucoup, qui ont proposé en fait à l'établissement public de refaire cette charpente à l'identique et à la main. Et ils ont démontré que c'était possible dans les temps impartis. Parce qu'au départ, on s'était dit en 5 ans, c'est pas possible. Oui, et le défi, voilà, c'est pas le président de la République, tout le monde l'a ricané à l'époque, et Oui. puis il est en passe de gagner. Il est gagné brillamment par tous ces artisans et tous les gens qui sont derrière, qui les ont aidés et qui les ont, qui ont été sous leur impulsion. Et donc, en fait, ils ont montré que c'était tout à fait possible de choisir les chênes, de les couper, de les équarrir à la main et d'en faire une charpente de la nef, du chœur et de la flèche. Et construite avec les mêmes techniques que les bâtisseurs premiers. Voilà, exactement. Et qui est une technique qui a tout son sens, parce qu'en fait, quand on équarrit à la main, on suit les nervures du tronc qui permet que la poutre soit beaucoup plus solide que s'il était équarri et passé dans une scierie qui justement coupe le tracé naturel de l'arbre. Donc voilà, donc par exemple, ces taillandiers, ils ont refait ces Deloires, ils en ont fait je crois 150, et donc ça a été fait dans un petit atelier au fin fond de l'Alsace par les établissements Luquet, et qui ont mis tout leur cœur à refaire toutes ces Deloires, et ça, moi, je ne savais pas que ça existait, par exemple. Moi, je connaissais le nom pour avoir lu des trucs, mais incapable de vous dire ce que c'était. Voilà, un évidemment. dynandier, moi je ne savais pas ce que c'était qu'un C'est quoi? dynandier. Si, c'est dans le fer blanc. En fait, c'est le fer mou, en fait. Mou. Voilà. Et donc, eux, ils se sont occupés des statues donc il fallait restaurer notamment des 12 apôtres. Alors, Des statues molles. Alors, c'est pas des Vous statues... m'inquiétez. Non, c'est pas des statues molles. En tout cas, elles sont plus molles que la pierre. Ça, on peut le concevoir. Voilà. Ce qui est fabuleux dans cette histoire, c'est qu'effectivement, ça, on l'a suivi dans les médias, à la télé notamment, c'est que ce projet, visiblement, a irrigué tout le pays. On a choisi effectivement j'en des discutais gens... avec etc. un ami éditeur qui nous a fait cette réflexion très belle. C'est-à-dire que Notre-Dame, c'est le kilomètre zéro. Or là, pour la première fois, on partait pas de Notre-Dame, c'était... Et on aboutit à Notre-Dame. Voilà, on aboutissait à Notre-Dame, et c'était la province qui venait au secours de la cathédrale et de la capitale, exactement. Et donc, effectivement, symboliquement, c'est très beau. C'est-à-dire que, pour une fois, on la bouclait, et puis... On travaille tous dans le même sens. Et on travaille comme tous chacun sait, quand en France, on fait tout ensemble, on réussit. On réussit plus que bien. Plus que bien, et je pense que les gens qui vont voir cette cathédrale restaurée vont avoir
un coup au cœur dans le bon sens du terme. Parce que oui, comme vous dites, quand tout le monde... Mais c'est en règle générale, et c'est en ça aussi que je les admire beaucoup, c'est que en règle générale, quand on s'efface par rapport à un bien commun, par rapport à une œuvre ou un ouvrage supérieur, généralement ça marche pas mal, plutôt que se regarder le nombril. Et puis ça fait du bien. Oui. Surtout en ce moment. Oui, c'est ça, parce que je crois qu'on a tous besoin d'arrêter de se regarder le nombril. Et on a tous un petit peu perdu cette nécessité, et ces gens-là sont là pour nous le rappeler, et ils nous le rappellent de manière magistrale. Il nous tire vers le haut. Oui, vraiment, oui. Et le meilleur de ce qu'on peut donner. Absolument. Une autre profession comme ça qui vous aurait frappé? Alors, une autre profession qui m'aurait frappée, les couvreurs. Là, quand on regarde, c'est étonnant, parce que quand on regarde du pied de Notre-Dame, les crêtes de fêtage, c'est-à-dire cette espèce de dentelle qui court sur tout le toit de la charpente, c'est pareil minuscule. Et en fait, quand on y est, c'est immense. C'est-à-dire que ça fait, je pense, ça fait bien 1,50 m facile de hauteur. Derrière, vous avez des gens qui ont justement frappé ce métal pour en faire justement toute cette dentelle, qui sont venus ensuite les poser. Et voilà, c'est des métiers auxquels on n'a pas accès facilement. Les maçons, les vitraillistes, les rentailleuses. Tiens, par exemple, Fabienne. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, Une Fabienne, rentailleuse. les rentailleurs. Fabienne, que j'ai rencontrée au Gobelin, qui en fait a restauré le tapis qui avait été... Ah oui, le fameux tapis immense là, qui est Voilà. trop grand pour la nef, qu'on peut plus Et remettre. qui est pas trop grand, qui est à la bonne taille. Simplement, on a décidé de mettre un autel au milieu du chœur, donc on peut plus le placer. Donc malheureusement, il peut pas être déroulé, en tout cas dans sa totalité. Mais Fabienne, elle travaille depuis presque 40 ans au Gobelin, et tous les jours, elle est avec son aiguille, et elle ravaude, elle rentaille des tapisseries abîmées, ou là, ce tapis. Voilà. Moi, je ne connaissais pas non plus ce métier-là. Grâce à vous, on découvre plein de choses. On va revenir à ces métiers de Notre-Dame. En attendant, on va écouter le deuxième morceau de musique que vous avez choisi. C'est quoi? Alors, c'est le Cantique de Jean Racine. Le Cantique de Jean Racine. Eh bien, on va écouter un extrait, je suppose, du Cantique de Oui, Joséphine. j'imagine, parce qu'il est un petit peu long, oui. Oui, donc on n'a pas le temps d'écouter tout, mais un extrait du Cantique de Jean Racine, et on vous retrouve après, Laurence Bost, pour la suite de cette aventure dans les coulisses de la restauration de Notre-Dame de Paris. Retour sur l'antenne de KTO pour ces conversations du week-end avec vous, Laurence Bost, pour les Gardiens du Geste. On vient d'entendre, grâce à vous, un extrait du Cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré, interprété par Pavo Jarvi. Magnifique musique, merci. On imagine bien ça joué dans la nef de Notre-Dame le jour de la réouverture, de Voilà. la Eh bien, ça réinauguration. tombe bien, parce que ça va être le cas. Non. Mais voilà. Ah, c'est un scoop. Voilà, c'est ça. Pour la bonne raison qu'en fait, vous avez, là aussi, ils nous étonnent jusqu'au bout. Tous ces artisans sont très complets, en fait. Ils ont compris quelque chose d'essentiel, c'est qu'en fait, l'homme ne va bien que quand on allie l'esprit, le cœur et la main. Et donc, chacun a des tas de talents aussi à côté, et notamment la musique. Et donc, vous avez une chorale des artisans qui s'est montée,
pendant le chantier. Et Il donc, chantait en travaillant alors certainement siffler en travaillant. aussi. Mais, et donc, vous avez une chorale qui s'est montée et il travaille actuellement pour chanter à la réouverture. Je ne sais pas si ça va être à la réouverture ou pour la messe des artisans, mais il travaille le cantique de Jean Racine. Et je trouve que ça leur va bien parce que c'est une musique très douce, très tendre et en même temps sublime de beauté. J'allais dire un peu viril aussi. Oui, alors viril, mais humble en même temps. Je trouve que cette musique est humble et les paroles sont magnifiques. Et alors là, par exemple, je trouve qu'il y a quand même quelque chose, une des paroles qui est très belle, c'est Divin Sauveur, jette sur nous les yeux, répand sur nous le feu de ta grâce puissante. Et je trouve que le feu de la grâce, On l'a eu. voilà, non, On justement, a eu l'autre. voilà, on a eu l'autre. Et là, en fait, on va avoir celle-là. Et ces artisans, y ont contribué pendant 5 ans. Donc, il faut vraiment qu'on les remercie de pouvoir accéder au feu de la grâce parce que la beauté, c'est quelque chose qui nous y amène. Et là, c'est le cas. Donc, oui, ça va. Il va y avoir tout un cycle pour cette réouverture, évidemment. Donc, il y a le 7, on le sait, la cérémonie avec la prise de parole du président. Le 8, c'est la messe. Mais après, vont se décliner des journées C'est ça. dont Alors, KTO rendra compte, évidemment sur KTO TV, sur son antenne. Donc il y a plusieurs jours de célébration, etc. voilà. Et les artisans vont y être Et associés. c'est ça. Et qui seront consacrés, je crois, à différentes personnes. Donc, il y aura les Les médecins, pompiers. les artisans, les pompiers. Là, je veux dire, je ne suis pas très, très au courant de l'organisation de tout ça. Mais oui, le but, c'est d'essayer quand même d'entourer tous ceux qui ont été à la manœuvre. Alors dans votre livre, Les gardiens du geste, il y a du texte, mais Oui. trop modeste, c'est pas vous qui l'avez écrit, mais vous avez fait appel à des gens qu'on aime bien et qu'on connaît bien. Donc il y a Sylvain Tesson qui Absolument. vous accompagne dans vos aventures, et il y a Que j'accompagne. je vous accompagnez-vous. En tout cas, il y a une cohérence, évidemment, puisqu'on sait que Sylvain, lors de l'incendie de Notre-Dame, avait écrit un texte absolument magnifique Sublime. sur donc cette catastrophe Sur le fait que nous ne spirituellement méritions pas cette flèche. Voilà. Et il y a aussi Adélaïde, non, Clermont- pardon, Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Adélaïde Clermont-Tonnerre, oui, je Oui. me suis trompé, qui a donné un beau texte pour accompagner votre travail, etc. Donc il y a une corrélation entre les artisans, leur travail, la musique qu'ils écoutent et qu'ils interprètent, votre travail à vous, des écrivains qui interviennent dans cette C'est affaire. ça pour C'est une œuvre collective, c'est comme Notre-Dame. Oui, alors il y a une œuvre collective et surtout ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, et c'est ce que justement Sylvain Tesson dit dans son texte très justement, c'est qu'on est habitué à des artistes qui signent, donc ils se mettent en avant. Et là, c'est l'inverse. Les artisans, eux, sont en retrait face à leur œuvre. Et là, je trouvais que c'était important que pour une fois, ce soit les artistes qui soient au service des artisans, au service de leur mérite, au service de de cette mise en lumière. Donc ces écrivains ont eu la très grande gentillesse de bien accepter de participer à cette aventure et je pense que les artisans leur en sont très reconnaissants. Et je pense que dans ce livre, effectivement, il y a plusieurs textes qui feront un peu référence dans le monde de l'artisanat parce qu'ils en parlent, que ce soit Sylvain Tesson, que ce soit Adélaïde, que ce soit Bertrand Vergely. Ils en parlent magnifiquement et peut-être que eux, ça les aidera aussi dans leur moment de solitude. C'est clair que pour un artisan, on ne travaille pas au chantier de Notre-Dame comme ailleurs, même s'ils ont par ailleurs participé à des restaurations prestigieuses, des constructions, etc. Je suppose, ça a dû ressortir dans vos conversations, qu'ils ont exprimé à leur façon leur émotion, leur C'est-à-dire que fierté. tout le monde parle du chantier de leur vie, en fait. C'est ça. Et en même temps, c'est ça que je trouvais vraiment splendide. C'est que j'avais une discussion avec un tailleur de pierre qui s'appelle Philippe Giraud, qui en fait, et ça m'a vraiment beaucoup ému, c'est que en fait, il était gêné de la lumière qu'on projetait sur lui au détriment d'autres artisans qui avaient travaillé sur le chantier et au détriment même des bâtisseurs des cathédrales. Il se disait, en fait, nous, on a restauré, on n'a pas bâti. Donc, si vous voulez... Il y a des parties qui ont été... Oui. La charpente, par exemple. Bien sûr, mais si vous voulez, je trouve ça magnifique, cette façon qu'ils ont d'être toujours en retrait vers quelque chose qui est plus grand qu'eux.
Et, euh, et donc, en fait, voilà. Donc, moi, c'est ça que je retiens surtout, en fait, de cette aventure-là. C'est des personnes qui font des choses magnifiques de leurs mains, voilà, qui allient donc esprit, cœur et main, mais tout ça avec une immense modestie. Et donc, ce sont des gens dont on a énormément à apprendre aujourd'hui. Mais alors, on a fait appel, je suppose, au mieux du mieux, au gratin du gratin, donc des gens très confirmés. Or, j'ai vu toujours dans les reportages à la télé, il y a énormément de jeunes qui Oui, sont intervenus. Donc oui. ça fait chaud au cœur. Ça fait très chaud au cœur et pourtant, ces métiers sont encore trop méconnus. Ils ont du mal à recruter. Donc là, il y a vraiment un très grand travail à faire d'explication. J'aime pas trop le terme communication, mais en tout cas voilà, de publicité, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, il faut arriver à en parler beaucoup plus. Donc c'est aussi ce que j'ai essayé de faire à travers cette exposition. On essaye voilà, on travaille aujourd'hui à faire tourner cette exposition en France et à l'étranger. En France, justement, pour participer à la connaissance, à la méconnaissance de ces Oui, métiers. alors je vous coupe parce que je voulais effectivement le dire. Il y a une exposition de vos toiles Ah oui. qui se tient où, quand, comment? Alors, l'exposition parisienne ouvre ses portes le 11 décembre au musée de la Légion d'honneur. Voilà, musée des Jardins, en face du musée d'Orsay, C'est ça. sur les bords de la Seine. Magnifique musée, par ailleurs, Oui, restauré oui. avec... Oui, que je vous recommande de toute façon d'aller voir parce que c'est un très très beau musée. Et ensuite, donc ça c'est jusqu'au 2 mars. Et après, 11 décembre, 2 mars, 2 mars, musée Légion d'honneur à Paris, voilà. l'exposition. Et Et là, après, on travaille à ce que cette exposition tourne en France parce qu'il n'y a pas de raison que ces artisans soient célébrés uniquement à Paris. surtout qu'ils sont dans toute Voilà, la France, on l'a dit tout à exactement. l'heure. Et donc là, on y travaille. Donc on est en train de chercher les lieux appropriés, le mécénat approprié. C'est beaucoup de travail, mais on s'y emploie. Et après, à l'étranger, parce que on a vraiment une excellence française. Et ça, il faut aussi essayer de l'exporter au maximum. Et donc j'aimerais, si vous voulez, que cette exposition serve de base arrière pour qu'on puisse venir avec des délégations d'artisans dans différents endroits dans le monde où ils auraient la possibilité de travailler. Donc voilà, c'est assez ambitieux, mais j'essaye de me donner du mal avec Fanny Soulet pour qu'on y arrive. Non, c'est bien parce que d'une part, ça fait sortir, si j'ose dire, la peinture de son cadre C'est ça. traditionnel, l'atelier, les galeries, les amateurs, etc. Absolument. Là, on va vers les gens. Et d'autre part, ça va donner quand même un éclairage exceptionnel. On espère que ça favorisera effectivement des vocations. J'espère vraiment. J'espère vraiment parce que là, moi, je l'ai vu en fait. Il y a par exemple un jeune homme que j'ai adressé à ce tailleur de pierre. C'est une résurrection pour lui. C'est une raison. Et alors, c'est amusant parce que d'ailleurs, ce tailleur de pierre a un apprenti avec lui qui, en fait, lui avait fait des études d'ingénieur et voilà, il était très content. Bon, bref. Et puis, il suit sa femme en Normandie et, chose qui peut arriver, il perd son permis parce qu'il grille un stop. Et donc là, il se retrouve désœuvré parce qu'en fait, son métier demandait à ce qu'il conduise pour aller dans un certain nombre d'endroits. Et plutôt que de rester désœuvré, il se dit, tiens, j'ai entendu parler de ce tailleur de pierre, bon, je vais aller faire un stage. Donc ça, c'était il y a plusieurs années, et il y est resté. Et donc, de cette mésaventure, en fait, il a découvert sa vocation lui aussi, et il est heureux comme un pape. Donc, C'est le cas de le dire. voilà, c'est ça. Et donc voilà, donc en fait, il y a beaucoup... Mais c'est assez intéressant d'ailleurs, parce que quand on voit les démonstrations aux Journées du patrimoine et tout ça, ça attire énormément de monde. Mais je pense qu'il y a encore des parents qui n'osent pas, et qui se disent que, je sais pas, c'est un métier manuel, donc peut-être un petit peu moins considéré, ce qui est tellement ridicule. Parce que je vous assure, quand on côtoie ces gens-là, je pense qu'ils sont parfois beaucoup plus intelligents que nos énarques. Donc, Si des énarques nous écoutent, nous excusons platement. non, moi je m'excuse pas, je leur dis allez faire un stage. Ça n'empêche pas. Ils sont formidables ces énarques, mais ils devraient aller faire un petit stage chez nos artisans. Je pense que ça les aiderait beaucoup à mieux comprendre notre société. C'est clair. En tout cas, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'il y a plein de catégories professionnelles. Alors, il y en a qu'on connaît, il y en a qu'on ne connaît pas. Et surtout, il y en a des, entre guillemets, vous parliez tout à l'heure par rapport aux familles, il y en a qui sont nobles, entre guillemets. C'est vrai que tailleur de pierre, etc., c'est assez chic. Mais Oui. couvreur, si un Bah, fils dit à son père, je veux être couvreur, il faut juste qu'il aille se renseigner et il verra que
que couvreur, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Mais en même temps, ce que vous dites est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il y avait des sous-métiers d'artisan. Or, quelqu'un qui fait une... Il y a de l'artisanat noble Alors que non. dans l'opinion générale, Voilà, ce qui est alors que pas stupide, du tout. évidemment. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, quelqu'un qui fait un magnifique travail de plomberie ou un magnifique travail d'électricité, mais c'est beau aussi, parce qu'en fait, il a fait quelque chose d'abord de très utile, et puis simplement, lui aussi, il y a mis tout son savoir-faire. Alors, c'est vrai que c'est plus spectaculaire quand on voit un vitrail, quand on voit une statue, quand on voit donc ces différents métiers d'art. Mais chacun, en fait, que ce soit le plombier ou le tailleur de pierre, il va le faire avec avec le même soin. C'est-à-dire que ce soin-là, on ne va souvent pas le voir parce que ça va être caché. Tous ces gens qui ont travaillé sur la cathédrale, il y a des choses qui sont visibles, mais la plupart des choses sont invisibles et pourtant, ils y ont apporté le même soin. Et donc, un plombier, un mécanicien ou un électricien, ce sera la même chose. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui a la chance d'avoir accès à cette trois dominante, c'est les trois axes pascaliens, hein, qui fait qu'à un moment donné, on trouve un équilibre humain et spirituel qui nous aide à mieux vivre. Vous disiez tout à l'heure que dans la litanie des célébrations, il y aura donc une messe des artisans, normalement prévue à la réouverture de Notre-Dame. Vous y serez? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous Parce que essayeriez d'y être? évidemment, je vais essayer d'y être. En tout cas, il y a quelque chose qui m'a été offert et qui est un immense cadeau, qui est que l'un de ces artisans m'a fait connaître la prière de l'artisan. Et je vais vous en lire la fin, qui va parler à tout le monde. Alors moi, forcément, qui me parle, parce que ça s'adresse aussi à un peintre, mais je trouve qu'en fait, ça résume assez bien tout le sens qu'ils donnent à leur travail. Rappelle-moi que l'ouvrage de mes mains t'appartient et qu'il m'appartient de te le rendre en donnant. Que si je le fais par goût du profit, comme un fruit oublié, je pourrirai à l'automne. Que si je le fais pour plaire aux autres, comme la fleur de l'herbe, je fanerai au soir. Et si je le fais pour l'amour du bien, je demeurerai dans le bien, et le temps de faire bien, et à ta gloire, c'est tout de suite. Amen. Le mot que j'avais envie de dire comme mot de la fin, c'est tout ça, c'est une histoire de transmission. Oui. Ces gens transmettent un savoir-faire hérité des bâtisseurs des cathédrales, et on espère qu'ils le transmettront à plus de gens. Et vous, à votre niveau, vous êtes aussi quelqu'un qui a découvert d'abord un univers, c'était pas évident, Bien sûr. c'est un univers quand même très particulier, et qui le transmettait à votre façon, avec vos moyens, avec votre talent, avec vos amis, avec vos projets. Oui. Et ça, c'est très beau, c'est très inspirant. Merci. Merci Donc infiniment. on a hâte d'être tous à la réouverture de Notre-Dame, physiquement, devant nos écrans, en prière. Oui. Et vous disiez, ils ont un savoir-faire à nous transmettre, mais ils ont un savoir-être à nous transmettre. Et moi, c'est ce que j'ai appris en les regardant. Merci Laurence Boss. Je rappelle votre livre Les Gardiens du Geste sur le chantier de Notre-Dame de Paris. C'est chez Gallimard et c'est en vente dans toutes les bonnes librairies. Merci, au mois prochain. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, la conversation littéraire, animée par Jean-Claude Perrier.